Merci beaucoup d'être là en grand nombre, on est très touchés. Alors, la conférence à laquelle vous allez assister est en plein dans l'actualité. Vous savez peut-être que lundi dernier, les Russes ont effectué un tir anti-satellite qui, en plus de poser de sérieux problèmes stratégiques et diplomatiques, a engendré à peu près 15 000 débris spatiaux qui ont contraint l'équipage de la Station spatiale internationale à se réfugier dans leur capsule. Ces débris, ils n'ont pas fini de poser problème. Tant qu'ils se consument dans l'atmosphère, ils vont continuer de poser une menace sur les engins et sur les équipages. Et surtout, ils vont s'ajouter à une pollution très préoccupante de millions de débris spatiaux. Alors, qui de mieux pour parler de ça que Christophe Bonal? Christophe Bonal, il est chercheur au CNES et président de la commission débris spatiaux à la Fédération aéronautique internationale. Qui de mieux que Christophe Bonal? Personne. Mesdames et messieurs, Christophe Bonal. Allez, bravo la pression, c'est sympa. Et c'était pas 15 000, c'est 1500 et pour le moment, on en est à 283 catalogués. Mais enfin bon, ok, on verra, ça va évoluer les jours qui viennent. Ok, bonjour, merci d'être venus si nombreux. J'ai un problème majeur, c'est ça, normalement ça prend 3 heures. Mais donc j'ai compris par Émilie que j'avais pas 3 heures, donc je vais essayer d'être un peu efficace. Je propose qu'on regarde assez rapidement l'état des lieux, d'abord. Où est-ce qu'on en est au niveau de ce qu'il y a en orbite, quels sont les événements redoutés et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces problèmes potentiels. Alors, tout d'abord, c'est quoi un débris? Finalement, j'ai un exemple, et bon, c'est pas très sympa vis-à-vis du vénérable Spoutnik, mais si on regarde Spoutnik le 4 octobre 57, il y a eu donc la charge utile, la fameuse, qui faisait 84 kilos. Ce qu'on oublie généralement, c'est que sur la même orbite, il y avait ça, qui était le bloc A de la Zemiorka. Il y avait même une petite coiffe protectrice ici qui faisait une centaine de kilos. Et par exemple, pour la petite histoire, les gens qui organisaient des Spoutnik parties pour voir se passer le Spoutnik, ce qu'ils voyaient, c'était évidemment ça, pas ça. Okay. Donc, déjà, dès le premier lancement, 98% de la masse, c'était du débris. Quelque chose de non fonctionnel qui ne servait plus à rien une fois qu'il avait placé son satellite en orbite. On peut pousser un petit peu plus loin. Après, Spoutnik a fait son fameux bip-bip pendant 21 jours, mais au bout de 21 jours, les batteries, c'était des batteries de bagnole, sont mortes. Et donc il a arrêté d'émettre, mais il est resté encore 71 jours en orbite. Donc pendant ces 71 jours, il était là-haut, non fonctionnel, et donc à nouveau un débris. Donc on voit du coup les sources qu'on reconnaît encore aujourd'hui absolument. Les débris spatiaux donc sont des objets, ou débris orbitaux, c'est exactement pareil, sont des objets orbitaux, artificiels, non fonctionnels, qui ne servent à rien. Et donc on a encore aujourd'hui parmi les sources principales les vieux satellites, les étages de lanceurs qu'on a abandonnés là-haut, et les débris qu'on a laissés pendant les opérations spatiales. Voilà quelques planches qui montrent les objets catalogués. Alors c'est quoi un objet catalogué? C'est un objet qu'on est capable de suivre par radar, par télescope, depuis la Terre, donc suffisamment gros. Alors l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 cm de diamètre en orbite basse, 1 mètre en orbite géostationnaire, mais c'est très très variable, ça dépend complètement de l'albédo au niveau télescope, ou bien de la signature radar, au point de vue radar. Donc là, les petits points qui sont là, c'est pas des points qui ont été mis au hasard, c'est bien le catalogue, et suivi par la NASA. Donc ça c'était en 60, 70, 80, ça commençait à s'encombrer un peu, 90, 2000, 2010, 2020, désolé, j'ai été obligé de changer la taille des points, sinon on voyait plus rien. L'image devenait toute blanche. Donc on note deux trucs. Il y a primo une zone très encombrée sur les orbites basses. On a l'impression que c'est vaguement isotrope, mais en réalité il y a des concentrations nord-sud qui sont dues au fait que c'est des objets qui se déplacent essentiellement sur des trajectoires nord-sud, polaires ou héliosynchrones, comme on dit. Okay. La deuxième zone, c'est l'orbite, la fameuse orbite géostationnaire, 35 786 km au-dessus de l'équateur. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est quand on a un satellite géostationnaire et qu'on l'abandonne sur place, au bout d'un certain temps, il commence à bouger. Sur les effets de la pression de radiation solaire, sur les effets de l'aplatissement de la Terre et du géoïde, sur l'effet des perturbations de la Lune et du Soleil également. Et du coup, au bout d'un moment, assez rapidement, ils se mettent à dériver jusqu'à 15, 16, 17 degrés
d'inclinaison. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des vieux objets, c'est des vieux satellites géostationnaires qui ont été abandonnés sur place et qui n'ont pas été maintenus en place et donc qui ont dérivé. Ok, un peu de chiffres. Donc, il y a à peu près 34 000 gros objets de plus de 10 cm dans l'espace. J'ai mis les références ici. Tiens, d'ailleurs, elles sont même coupées. Je sais pas pourquoi, mais ok. Donc ça, c'est un catalogue master qui est un catalogue semi-empirique. Enfin, il y a un mélange d'observations et de statistiques. Là-dedans, il y a 23 803 objets catalogués hier soir, quand j'ai peaufiné les planches. Donc, la différence entre les deux, c'est tous les objets qui devraient être catalogables, mais qui ne le sont pas parce qu'ils sont militaires, par exemple, ou bien parce que typiquement, on les suit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, on les perd. Parce que, par exemple, ils sont orientés différemment. Puis on les retrouve la semaine d'après, on me dit « Ah oui, lui, ça doit être lui. » Et donc, il y a à peu près 10 000 objets qui bagotent comme ça. Quand on regarde un peu le camembert de ces objets catalogués, on voit qu'il y a environ 4 000 satellites actifs. Okay. Tout le reste, c'est du débris. On est d'accord. Ces 4000, il y a 560 en orbite géostationnaire, pas mal en orbite basse, évidemment, et ça augmente beaucoup avec les constellations Starlink et autres. Les orbites GNSS, donc notamment Galileo, et puis on en a d'autres. Au total, ça fait à peu près 8000 tonnes. 8800 tonnes. C'est pour ça que j'ai mis, donc il faut s'imaginer, ce qu'on a, c'est donc on a la tour Eiffel, c'est à peu près la même masse, subdivisée en petits shrapnels de tailles diverses et variées, au-dessus de nos têtes. Quand on regarde les plus petits objets, ça monte très vite. En fait, on a 1 million de débris de plus de 1 cm et 150 millions de débris de 1 mm. Retenez le 1 mm, on va en reparler après, juste pour savoir pourquoi on a parlé de 1 mm. Bon, mais faut pas se faire avoir par ces chiffres, parce que en réalité, l'espace est très grand. Vous êtes dans la pièce ici, vous savez tous que l'espace est infiniment vaste. Donc, quand on dilue mes petits shrapnels dans l'espace, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, à l'endroit le pire de l'espace, vers 800 km d'altitude, si je fais une boîte de 100 km sur 100 km sur 1000 km, statistiquement, j'ai un objet dedans, un objet de la taille du poing. Okay. Je m'étais amusé à faire le calcul du volume occupé par les débris dans cette coque-là, jusqu'à 1500 km d'altitude. Donc la zone vraiment très densément peuplée. Et là, ce volume relatif, c'est le même que 2 bouteilles de Coca-Cola perdues dans la Méditerranée. Pour vous donner une idée. Donc l'espace est vide, complètement. Il y a ces petits objets qui circulent là-haut et qui présentent 3 problèmes. Premièrement, quand ils sont là-haut, ils se déplacent à vitesse orbitale, donc 30 000 km à l'heure à peu près. Secondo, quand ils sont là-haut, généralement, ils y sont pour longtemps. Un objet à 1000 km d'altitude, par exemple, est là-haut pour 1000 ans. Donc si vous regardez le chemin parcouru pendant 1000 ans à 36 000 km à l'heure, évidemment, ça fait beaucoup, et la probabilité de faire une mauvaise rencontre pendant cette durée-là devient très élevée. Et si par hasard, il survit à cette durée-là, à ce moment-là, il finit par retomber sur Terre et à faire courir un risque vis-à-vis des populations. Si on regarde l'évolution depuis 57, donc ici vous pouvez pas lire bien sûr, mais ça c'est les années de 57 à 2021, et là c'est un nombre, donc la masse en orbite, on voit que ça croît continuellement. Il n'y a absolument aucun signe de redescente, un peu, nulle part. Alors pour les puristes, les petits zigouigouis ici, c'est facile, c'est la navette américaine qui monte et qui descend. Plus 100, moins 100 tonnes. Ok, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le lancement de Skylab, la retombée de Skylab, la désorbitation de Mir, voilà. Mais sinon, globalement, ça monte. Alors c'est un peu étonnant parce que ça monte malgré une activité spatiale qui a été très variable. Ici, vous avez le nombre de vols orbitaux réussis par année. Et on voit qu'on a eu un maximum historique à 142, c'est bien au moment de la guerre froide, et que c'est descendu à 52 en 2005. Et malgré cette diminution-là, on voit absolument aucun signe d'infléchissement sur la courbe. Alors en plus, on a bien repris les activités, donc ça monte. Pareil au niveau du nombre d'objets. Alors le nombre d'objets, ici, à nouveau, en fonction des années, depuis Sputnik, vous voyez l'évolution. Alors, si on regarde un tout petit peu, chaque fois qu'il y a un petit pic de ce genre-là, plaf,
c'est une explosion en orbite. Une explosion, une collision, une fragmentation. Par exemple, il y en a une célèbre ici, c'était l'étage supérieur d'Ariane 1 pour le vol 16, qui avait servi à mettre le satellite Spot 1 en orbite en février 86. Donc tout s'était très bien passé, parfait, mission impeccable et tout. Et 9 mois après, en novembre 86, l'étage a explosé en orbite en faisant 700 gros débris. Voilà. Donc ça, on a analysé le truc. Alors c'est amusant parce que les Américains sont venus nous trouver en disant ouais, vous savez, c'est normal, ça nous est arrivé plein de fois. Hein. C'est juste que dans votre étage, à la fin de la mission, vous aviez laissé du carburant à bord et fermé toutes les vannes. Et avec le temps, ce carburant s'est échauffé au soleil, la protection thermique est partie. Le carburant s'est échauffé, a commencé à bouilloter, ça a fait un effet de cocotte minute, blam. Et donc là, ils nous ont dit, oui, bon, c'est facile, il faudrait modifier votre étage, il faut rajouter des vannes pyrotechniques et tout. Là, on leur a dit, attendez, il n'y a pas de loi, c'est un épiphénomène, c'est pas bien grave, ça réarrivera pas. Le lendemain, on faisait la une du New York Times, ces salauds d'Européens qui polluent l'espace. Ça vous rappelle quelque chose ces jours-ci? Le surlendemain, on démarrait le groupe de travail pour modifier l'étage et depuis, on n'a pas réexplosé. Donc voilà, donc tout ça, c'est des explosions en orbite. Sauf ça, qui était un essai anti-satellite chinois. En 2007, Fengyun 1C, alors ils ont fait une manip qui était très très belle, ils ont réussi à dégommer un de leurs satellites qui passait à 30 000 km/h ou 25 000 km/h, ils l'ont touché au bon endroit et tout, remarquable. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait à la pire altitude possible, 800 km, et donc qui est une altitude qui est très très stable. Donc les débris que ça a généré, quelques 4000 débris, sont là pour 200 ans à peu près. Et donc ça pollue très très bien. L'année d'après, les Américains ont fait la même chose avec USA 193, qui était un anti-satellite. Alors eux, ils l'ont présenté pour des motifs humanitaires. C'était un satellite qui était tombé en panne, qui avait un gros réservoir d'hydrazine, et qui, s'il rentrait et que le réservoir survivait et tombait dans une cour d'école maternelle, véridique, je l'invente pas, donc ils ont obtenu l'autorisation de shooter leur satellite. Alors ils l'ont fait à plus basse altitude, et donc il reste aucun débris. Mais je vous rappelle que, évidemment, le catalogue est tenu par les Américains. Donc, bon, ça, c'est autre chose. Okay. Et là, il y a eu une belle collision dont on va reparler un peu après. Et puis, depuis ce jour-là, ça continue à augmenter pas mal. J'ai été obligé, là, de rajouter, parce que là, la courbe de la NASA s'arrêtait au 1er janvier 2021. Donc, j'ai rajouté, ça, c'est essentiellement Starlink et autres. On voit ici. J'ai pas rajouté les 1500 nouveaux gros objets dont parlait Émilie tout à l'heure. Mais donc, sinon, ça passe. On passe ici, quoi. Mais ça va pas tarder à arriver, je pense. Deux petits mots sur qui est contributeur de cet état de fait. Alors bon, c'est un tout petit peu pénible à lire. Vous avez 4 colonnes ici, à gauche. Ce qui est en orbite, en termes de satellite, étage supérieur de lanceur ou débris, et la somme. Okay. Les 4 de droite, c'est ce qui est déjà retombé. Et là, vous avez la somme, à nouveau. Okay. Là, quand vous regardez, faites surtout attention, ici, ce qui s'appelle satellite, c'est les vivants et les morts. Je vous rappelle, par exemple, je vous ai dit, il y a à peu près 4000 satellites actifs aujourd'hui, donc il y a à peu près 3883 satellites morts. Okay. Et là, quand on regarde la répartition, donc États-Unis, Russie, Chine, France, etc., on voit que les 3 premiers, États-Unis, Russie, Chine, représentent 90% de la population orbitale. Donc il faut bien comprendre un truc, c'est que nous, on en parle, c'est super, on en parle ici, etc., mais en réalité, c'est un problème de Russie, Chine, États-Unis. Et donc on essaye de les convaincre de faire quelque chose. Par exemple, la France, Cocorico, on est 4e, c'est très bien, mais avec 2,6% des objets seulement. Okay. For Fun aussi, donc ça c'est un camembert qui représente juste les débris et les étages supérieurs, donc il n'y a pas les vieux satellites parce qu'on ne sait pas vraiment lesquels c'est, et juste en orbite basse. Et là vous voyez que Russie, États-Unis, Chine représentent 98%. Donc pour la petite histoire, quand même fun, quand j'avais montré ce diagramme-là aux Russes, en leur disant quand même, il faudrait faire quelque chose, ils avaient dit, oui, d'abord, c'est pas la Russie, c'est l'Union soviétique, c'est pas pareil. Okay. Puis après, ils avaient dit, ouais, mais vous savez, ces objets-là, on s'en sert pour calibrer nos radars et nos télescopes, donc ils ont une fonction, donc c'est pas des débris. Voilà. Donc la Russie est très propre. Donc, qu'est-ce qui nous gêne là-dedans? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Le premier,
allez, c'est quand même la gêne pour les observations astronomiques. Et là, votre présence ici montre l'intérêt que vous présentez là-dessus. Bon, c'est clair que trop d'objets orbitaux tuent l'observation. Donc, alors c'est un problème qu'on avait déjà soulevé il y a fort longtemps. J'ai retrouvé des présentations, même qui dataient de 98 ou 2000, dans lesquelles, par exemple, j'avais cette image-là. Et bizarrement, il n'y a jamais eu le moindre intérêt de la communauté astro. Non seulement il n'y avait aucun intérêt, aucune réception de la communauté astro, personne ne s'est jamais bougé à cette époque-là. Non seulement ça, mais en plus c'était souvent plutôt rigolo, parce qu'il y avait les flashs iridium. Donc les flashs iridium, c'était quelque chose de positif. Je ne me souviens pas d'avoir vu quelqu'un de la communauté astro se plaindre des flashs iridium. Mais bon, peut-être que je n'ai pas tous les détails, mais... Bon, après, c'est théoriquement prévisible pour les gros objets, c'est pas spécifique aux débris, c'est limité à certaines périodes de la nuit, mais bref, quand même, c'est très gênant. Il est clair que, par exemple, la constellation Starlink, bon là, il faut pas se faire avoir non plus par cette image-là, qui évidemment a été prise à décharge de Starlink. C'est-à-dire, ils ont pris la photo juste parce que, chouette, juste à ce moment-là, il y avait plein de zébrures, quoi, mais... Et donc, il faut savoir qu'on travaille beaucoup, main dans la main, avec les opérateurs, notamment Musk, SpaceX, et ils ont été très, très positifs. Ils ont très bien compris le problème, ils ont très bien compris combien leur image pouvait être dégradée à cause de ça, et donc ils ont pris un certain nombre d'actions volontaires. Il y avait d'abord le DarkSat, puis le VisorSat, qui marchait pas trop bien, mais après ils ont appliqué, donc ils sont d'accord pour appliquer le fait qu'il doit y avoir une magnitude visuelle supérieure à 7. Déjà invisible à l'œil nu évidemment et pas trop perturbant, quoi. Ils ont changé les opérations de mise à poste des satellites. Mais ceci dit, il n'y a pas de réglementation à ce jour. C'est vraiment de la négociation en direct en disant ce serait sympa si vous pouviez modifier un peu votre satellite. Et l'avantage, ils le font. Ils semblent le faire. Néanmoins, il est très clair qu'il y a certains télescopes pour lesquels ça va poser des vrais problèmes. Le Vera Rubin, qui est un très large champ, très longue pose, très sensible, lui, il va récupérer tout ce qui passe devant, quoi. C'est clair. Donc, voilà. J'ai mis des références si ça vous intéresse. Deuxième gêne. Ces objets, quand ils sont en orbite, ils finissent par retomber. Il faut comprendre que jusqu'à 2000 km d'altitude à peu près, il y a encore un petit peu d'atmosphère. Pour les puristes, on a une atmosphère exponentielle négative avec l'altitude. Et donc, s'il y a encore un peu d'atmosphère, pour un objet qui se déplace dans l'atmosphère, on va avoir de la traînée, qui est la force de freinage. C'est celle qui s'exerce sur votre main quand vous la passez par la fenêtre de la voiture quand vous roulez. Okay. Et on montre en mécanique spatiale que quand il y a un freinage comme ça, on descend. Donc, tous les objets jusqu'à 2000 km d'altitude sont engagés dans des spirales descendantes. Et d'ailleurs, descendantes et de plus en plus rapidement descendantes, puisque plus ils descendent, plus il y a d'atmosphère, plus ça freine, plus ils descendent, etc., etc. Okay, donc, il faut voir, on a à peu près un objet de 10 cm, donc un objet catalogué qui rentre chaque jour. Statistiquement, depuis 2008, on en a eu 450 par an, en moyenne. Mais surtout, on a 2 gros objets intègres. Donc, ce que j'appelle un gros objet intègre, c'est un satellite entier ou un étage de lanceur entier. Donc là, on peut avoir des bébés qui font 9 tonnes. Parfois. Donc on en a 2 qui rentrent chaque semaine. Vous avez ici les statistiques. Par exemple, en 2020, on en a eu 150. Donc là, ça fait 3 par semaine. Bon, la bonne nouvelle, c'est ces objets-là, quand ils rentrent dans l'atmosphère, premièrement, ils subissent un super coup de frein. À cause de la pression dynamique qui est proportionnelle au carré de la vitesse. Ce coup de frein va les casser, donc on a les panneaux solaires qui volent dans un coin, les antennes, la structure et tout. Et une fois qu'on a fragmenté l'objet, ces fragments vont commencer à fondre, s'échauffer, avec un effet de flux thermique qui lui est proportionnel à plus que le cube de la vitesse. Et donc ça va s'échauffer, ça peut monter à 1000, 1400, 1600 degrés Celsius, et donc ça fond. Donc ça fond, sauf ce qu'ils font pas. Et ce qu'ils font pas, c'est par exemple tous les matériaux réfractaires, le titane, des carbones, même des aciers inox, par exemple là un beau réservoir de 250 kg de Delta, d'une fusée Delta qui est très bien survécu à la rentrée. Très bien.
Il n'est pas réutilisable, hein, mais voilà le réservoir de pressurisation d'un lanceur Vega, hein, en surbobiné carbone. Voilà une belle sphère en titane. Et donc, alors là, le problème, c'est j'ai des objets qui rentrent. J'estime globalement qu'il y a 20-30% de la masse, statistiquement, qui va survivre à la rentrée, et donc impacter la surface du globe. Alors, heureusement, la surface du globe, c'est 71% d'océans et de mers et autres, 10% de déserts et autres. C'est assez étonnant, la zone un peu densément peuplée sur Terre, c'est que 3%. J'aurais pensé plus, mais voilà. Donc, ce qui fait que, heureusement, on n'a jamais eu de victimes recensées à ce jour. Recensées, statistiquement, on pense qu'on a dû en avoir 2 ou 3 au niveau de la validité de nos modèles. Mais c'est toujours, je prends toujours l'exemple de, on a un paysan chinois qu'on retrouve dans son champ un matin mort et personne ne fait attention au morceau de tôle qui est à côté de lui. Hein, voilà, et donc il n'y a pas de, voilà. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est pas des centaines évidemment. Hein. Le gros problème là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun moyen de préciser le point d'impact. Alors pourquoi ? Tant que je suis bien hors de l'atmosphère, c'est facile. J'applique mes lois de Kepler, je prends des perturbations, je sais comment l'objet va évoluer. Dès qu'il commence à toucher un peu de l'atmosphère, alors j'ai ma traînée qui intervient. Hein, donc pour les puristes, la traînée c'est 1,5 de CρSV2. Donc c'est le coefficient de traînée, coefficient de pénétration dans l'air. Alors là, on n'a pas vraiment d'idée. Ça dépend de la température de l'objet, ça dépend de pas mal de paramètres. Généralement, on considère 2,2 plus ou moins 10% ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, première méconnaissance. 1,5 de C, ρ, densité de l'air. Alors là, c'est très très mal connu, notamment à cause de l'activité solaire. Et vous savez que l'activité solaire, le cycle des 11 ans notamment, fait gonfler l'atmosphère et dégonfler. Donc forcément, quand elle est gonflée, ça frotte plus à des hautes altitudes et un peu moins à des basses altitudes. Et là, on peut avoir un facteur 4 de méconnaissance sur l'atmosphère à haute altitude, dans les 100 km d'altitude. Donc ça, deuxième paramètre vraiment très méconnu. 1,5 de C, ρ, S. S, c'est le mètre couple. C'est la surface présentée, donc la surface perpendiculaire à la vitesse. Mais ça dépend complètement si l'objet vole comme ça ou comme ça. Évidemment, là, j'ai un rapport, je peux avoir un facteur 3, je sais pas, sur un étage de lanceur, suivant qu'il rentre sur le côté ou de face, je sais pas bien. Le pire, c'est surtout s'il commence à tournoyer, à se stabiliser. Bref, sur la surface, on a une méconnaissance qui est très forte également, peut-être un facteur 2 ou 3. Donc 1,5 de C, ρ, S, V2. V, on connaît, c'est la vitesse. C'est bien. Mais ça veut dire que globalement, à la fin, on estime que on a une précision de l'ordre de 10% du temps restant en orbite. Je suis 10 jours avant la rentrée. Je peux dire, je suis mes abacs, mes tableaux. Je pense que lui, il va rentrer dans 10 jours, plus ou moins un jour. Un jour, 14 orbites. Donc j'ai pas la moindre idée de l'endroit où il va retomber. C'est très clair. La veille de la rentrée, là je vois son périgée c'est bien érodé et tout, il va rentrer demain, il va rentrer dans 24 heures, plus ou moins 2,4 heures. Ah ouais, 2,4 heures c'est 3 orbites. Donc j'ai une précision de 3 fois le tour de la Terre. Et ça, croyez-moi, c'est un de mes problèmes quotidiens. J'ai un beau gros objet qui va bien survivre, etc., qui survole Paris. Je vais pas demander à évacuer Paris en disant, vous savez, ça va tomber sur Paris plus ou moins 60 000 kilomètres. Ça fait pas sérieux, quoi. Et donc là, on est vraiment dans une situation d'épée de Damoclès complète. C'est-à-dire, on aura des victimes, on aura des trucs. Vous avez sans doute suivi les retombées, les pérégrinations des gros étages chinois, etc. Bon, mais ça arrive tout le temps. Hein. Falcon 9, notre sympathique concurrent, il a l'habitude de laisser retomber ses étages supérieurs de façon aléatoire. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai... Ah oui, tiens. Voilà, ça, c'était un long March 7. Donc là, vous allez voir un peu la fragmentation.
les puristes doivent reconnaître la Grande Ourse ici derrière, et on a Los Angeles derrière, ici. Et voilà la séparation. Donc ça, c'est la fragmentation et le plasma généré par l'échauffement dans l'atmosphère. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça, on arrive à faire des analyses spectro de ce qu'on regarde là. Par exemple, quand on a eu la rentrée de la TV qu'on suivait, on a réussi à voir la signature de l'urine des astronautes. Et bon, vous me direz pourquoi est-ce qu'on allait chercher l'urine des astronautes. Ça c'est autre chose. Mais ça, ces analyses-là sont très intéressantes. Pas le temps de rentrer trop dans le détail. Mais... donc ça, on en a plein. On a plein d'exemples. Donc voilà un réservoir de Falcon 9 qui est retombé, qui a démoli une cahute en Indonésie. Ça, c'est sympa. Ça, c'est l'ordinateur de bord de Falcon 9. Alors ça, c'est totalement confidentiel, ITAR, hyper protégé et tout. Mais on l'a récupéré, quoi. Alors bon, il n'est pas en très bon état. Il peut pas resservir. Mais par contre, on a très bien vu la triplication des fonctions. Enfin, évidemment, vous filez ça à un spécialiste là-dedans, il peut vous décortiquer le contenu avec énormément de précision. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu un jour un coup de fil de mon homologue à la NASA me disant Christophe, t'as pas perdu un morceau d'Ariane, toi? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ariane là. Voilà. Et finalement, sur des planches comme ça, il y en a beaucoup. Il y a des sites qui listent tous les débris qui ont été récupérés. Ça c'est la retombée sur Terre. Après, on a un autre problème, c'est les collisions en orbite. Évidemment, alors ça, les collisions en orbite, ça dépend totalement de la taille de l'impacteur. J'ai pris quelques exemples. Par exemple, mon millimètre, dont je vous parlais tout à l'heure, les 150 millions d'objets de 1 millimètre. 1 millimètre lancé à la vitesse relative de 15 km par seconde. Attention, c'est pas la vitesse orbitale, c'est presque le double de la vitesse orbitale. On montre que statistiquement, quand il y a une collision, c'est presque toujours une collision quasiment de face. Enfin, il vient de 20 degrés par rapport à face. Et donc là, l'énergie, c'est 1 kJ, c'est une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure. 1 centimètre, c'est 1 mégajoule, c'est une grosse voiture à 130 km à l'heure. 10 cm, mon objet est catalogué, c'est 1 gigajoule, c'est 25 kg de TNT. Donc inutile de dire, un tout petit débris, même 1 millimètre, si ça tombe dans un panneau solaire, c'est pas forcément catastrophique. Par exemple, on a eu un impact sur un panneau solaire de Sentinel 1A en 2016, où il y a eu un tout petit débris qui a impacté le panneau solaire ici. Ça, c'est avant l'impact, et ça, c'est après. Et là, ça a généré une perte de 15% de l'énergie électrique. Une perturbation du satellite. On a très bien vu un changement d'altitude et d'attitude, donc d'orientation. On a eu du bol, parce que là, la ligne blanche ici, c'est l'alimentation principale du satellite, donc qui aurait pu être coupée. Mais Donc 1 millimètre, si ça tombe sur un panneau solaire, c'est pas trop grave. Si ça tombe sur l'ordinateur de bord, la mission est finie. 1 centimètre, voilà, de toute façon, elle est finie. Donc l'énergie est trop grande et se propage dans le satellite et casse tout. 10 cm, non seulement le satellite est mort, mais en plus il a régénéré quelques milliers de nouveaux débris. Voilà quelques exemples de petits impacts. Alors on n'a pas beaucoup d'exemples, puisque évidemment on récupère pas les satellites. Donc là, c'est surtout des impacts sur l'ISS. Sur Hubble, radiateur ISS, et sur la navette. Voilà, donc la navette avait l'habitude d'être impactée sur les hublots. En moyenne, il y avait 2,5 impacts significatifs par mission. Donc ils avaient pris l'habitude de voler avec le ventre en avant de manière à protéger les fenêtres. On a fait plein de simulations justement pour voir un peu la survivabilité de nos satellites. Voilà un exemple avec un satellite Spot 5 sur lequel on n'a pas compté le panneau solaire justement, et donc c'est totalement illisible, je suis désolé, mais ici vous avez le diamètre des objets et avec la probabilité de mort du satellite par an. Et donc on voit, là je suis à 1 mm, il n'y a pas trop, la proba est dans les sous-sols. Mais à partir de 1 cm, on commence à avoir vraiment des effets significatifs. Et là, on peut dire on arrive au plateau. Et donc quand on intègre ça sur la durée de vie du satellite, on tombe sur à peu près 5% de chance de mort
de risque de mort du satellite pendant cette durée de vie opérationnelle à cause d'un impact. Nos collègues de Thales Alenia Space en Italie, à Turin, ont fait la même chose pour le satellite Sentinel-1. Bon, je vous passe les détails, mais c'était une très très belle étude qui est disponible sur Internet d'ailleurs, ici, FP7 Protect, et qui montrait une probabilité de perte de mission de 4,5%. Cette étude a été menée il y a longtemps, 2013. Donc inutile de dire que ça a pas mal augmenté depuis. Donc retenez que l'un des inconvénients, c'est vous lancez un nouveau beau satellite, un gros, etc., très précieux et tout, il a probablement aujourd'hui 8% de chance de mourir d'un impact de débris. Aujourd'hui, l'impact de débris est la première source de mortalité pour un satellite. Après, vous avez des impacts un peu plus gros. Voilà, par exemple, Iridium 33, qui était un satellite de télécommunications américain, actif, qui a rencontré un vieux gros débris soviétique au-dessus de la Sibérie. Et de leur union brève mais torride sont nés quelques 4000 gros débris. Alors ça a été un événement tout à fait majeur, parce que primo, quand on a demandé Iridium, mais au fait, vous saviez pas que vous aviez un risque de collision? Ils ont dit, si, mais vous savez, on a 99 satellites actifs. S'il fallait agir chaque fois qu'on a une alerte de collision, on s'en sortirait pas. Oui, mais vous savez quand même regarder un peu les conséquences de cet événement. Iridium a répondu, les conséquences pour nous, c'est rien, parce qu'on a des satellites de rechange. Okay. Et là, alors, il y a eu un petit événement qui a été assez rigolo. C'est l'US Air Force. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de Space Command autonome. Et l'US Air Force a un peu roulé des mécaniques en disant, mais nous on le savait, nous on l'avait vu, on savait, on l'avait prévu et tout. En plus, après, on a vu que c'était faux. Et là, ils ont énormément énervé le président des US. Qui a dit, mais c'est totalement inadmissible d'imaginer que quelqu'un aux US ait l'information et ne l'ait pas passé à une boîte US. Ah oui, mais vous savez, ils sont privés. Nous, on est militaires, on va pas... Et donc, il y a eu un ordre du président, et à chaque fois que j'arrive à ce stade-là dans ma conf, je me dis, il faudrait quand même que je vérifie qui était le président. Mais bon, ok. Et là, il y a eu un ordre du président disant, toute information doit être fournie avec tous les détails au monde entier. Et c'est important, au monde entier, parce qu'évidemment, il faut fournir la même information aux Chinois, parce que par exemple, une collision entre un Chinois et un Russe, ça perturbe fondamentalement les Américains. Et donc, il faut bien diffuser toute l'information. Et depuis ce jour-là, la situation s'est énormément améliorée. On a énormément d'alertes collisions, beaucoup trop, d'ailleurs, on va le voir un peu après. Alors, quel est l'effet de ces collisions ? On a deux effets antagonistes. Si je regarde les orbites, j'ai une arrivée en orbite par des nouveaux lancements, des explosions en orbite, mes fameux résidus d'opération, des sangles, des capots, etc., et des collisions en orbite. Heureusement, donc ça c'est quelque chose que je rentre en orbite. Heureusement, il y a bien une sortie d'orbite, notamment grâce à l'atmosphère, dont je parlais tout à l'heure, et par des retraits actifs. Quand on envoie un Soyuz avec 3 bipèdes à bord, généralement, on essaie de le récupérer à la fin. Donc, voilà. Donc, ce qui compte, c'est évidemment le bilan global. Et par exemple, en 2020, on a eu 1402 objets nouveaux catalogués. Et par contre, il en est ressorti d'atmosphère que 411. Donc, on a eu un bilan global où on a rajouté pas loin de 900 nouveaux objets en orbite. Et il est évident que ça, c'est pas très pérenne. Si on continue juste à rajouter sans stabiliser, ça pose un problème. Alors ça pose surtout un problème si on a alors ce qu'on appelle un syndrome de Kessler. Voilà, Don Kessler, qui est un très bon copain de la NASA et qui avait théorisé ça en 79, bien quantifié ça en 92. C'était le premier patron du bureau débris de la NASA. Il avait dit, imaginons un cas absolument idéal, alors pas forcément idéal pour le business du lancement, mais plus aucun lancement, plus aucune explosion, tout ce qu'on a lancé était parfait, ça marchait bien, et de toute façon on ne lance plus. Il n'y a plus de résidus d'opération vu qu'on ne lance plus. Donc le seul phénomène qui reste pour générer des débris en orbite, c'est les collisions entre ce qui est déjà là-haut. Et si les collisions
représente une part supérieure, un bilan supérieur au retrait lié à l'atmosphère, alors là on est mal. Parce que là ça veut dire que même en absence d'opération spatiale, le nombre d'objets dans l'espace va continuer à augmenter de façon exponentielle. Alors, je vous rappelle, l'exponentielle au début elle est bien plate, mais elle fait que monter, c'est clair. Et c'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'est vraiment quand la régénération de débris par collision mutuelle est supérieure au nettoyage atmosphérique. Et aujourd'hui, on l'a accroché. Entre 700 et 1100 km, alors 750 et 1100 km d'altitude, on a accroché le syndrome de Kessler. On voit très bien une augmentation naturelle, spontanée du nombre de débris dans cette zone-là. Alors voilà, toute conférence doit toujours avoir 2 ou 3 planches bien pourries, bien dures à suivre. Donc je suis désolé pour celle-là. Donc ça, c'est un histogramme présentant le nombre d'objets catalogués, fonction de l'altitude. Donc vous le voyez pas, mais on part de 200 km d'altitude, on va jusqu'à 2000 km d'altitude. Et j'ai présenté ça pour 3 années différentes, à 10 ans d'intervalle, 2000, 2010, 2021. Bien, 2000, je suis en bleu, je suis là. Hop, j'ai un beau pic à 800 km, à peu près 780 km d'altitude. Mais bon, c'est pas trop méchant encore. 2010, j'ai ça. J'ai donc là toute une zone entre le bleu et le rouge qui s'est générée. Mais là, on se souvient quand même, 2010, ça veut dire que je suis après l'essai anti-satellite des Chinois, 4000, je suis après la collision Iridium-33 Cosmos 2251. Donc effectivement, là, on a une explication un peu, et c'est pas du syndrome de Kessler, c'est bien parce qu'il y a eu une génération de nouveaux débris par collision. Okay. Par contre, maintenant, si je regarde vis-à-vis de 2021, là, l'écart entre le rouge et le vert, quand on analyse bien, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'événement particulier, il n'y a pas eu de grosses collisions ou quoi que ce soit. C'est juste des collisions faibles, fréquentes, et qui augmentent le nombre d'objets. Voilà. Et là, donc, quand on l'analyse là-dedans, là, c'est que du débris. C'est facile, c'est donc cette zone d'augmentation spontanée par collision. Pour vous donner une idée, si je regarde par exemple entre 2000, juste dans l'ellipse rouge ici, qui est la zone comme la plus utilisée au niveau du spatial, si je regarde entre 2000 et 2021, le nombre d'objets dans l'espace a été multiplié par 3,5. Okay. Par contre, si je regarde le nombre d'objets utiles, de satellites utiles, toujours dans cette zone-là, entre 2000 et 2021, le nombre de satellites opérationnels a été divisé par 3. Okay. Donc, on n'y va plus, parce que c'est trop dangereux, et on laisse juste la régénération se faire dans cette zone-là. Bon, et puis après, il y a des trucs qui s'appellent Starlink. Alors là, attention, parce que j'ai tronqué très fortement, puisque sinon on est dans la salle au-dessus. Starlink, Flock, les nouvelles stations. Donc, on accueille bien volontiers les 1500 nouveaux débris qui sont dans cette zone-là, de l'essai anti-satellite des Russes du 15. Ici, OneWeb, etc., Globalstar. Bien, deuxième planche complexe, mais vous allez voir que c'est tout simple. Je suis encore en fonction de l'altitude et je regarde la densité des objets. Pour densité, nombre, c'est pareil, c'est à ces altitudes-là. Et par contre, je distingue un peu la nature des objets. Alors, les objets les plus utiles, les vrais satellites opérationnels, c'est les carrés verts. Ok ? Facile. Tout le reste, c'est du débris. On est d'accord ? Tout le reste, c'est les carrés jaunes, c'est les vieux satellites non opérationnels. Les carrés bleu pâle, les ronds bleu pâle, c'est les étages de fusée. Et les petits triangles, les petites croix rouges, c'est les fragments issus de collisions, explosions et autres. Donc, attention, je suis en échelle log. Ça veut dire que de là à là, j'ai 10, 100, 1000 fois plus de débris que de satellites actifs. Et donc là, toute cette zone-là, il n'y a que du débris. C'est vraiment important. En plus, on a une zone ici qui nous inquiète beaucoup,
parce qu'il y a une forte concentration de très gros objets. Et c'est des orbites qui sont très stables, 1000 km, 900, 950 km. 950 km, on y est pour 500 ans à peu près, ou 400 ans à peu près. Et donc là, ça veut dire, par exemple, là-dedans, on a des étages russes qui s'appellent Zénith 2. Il y en a 59, là. Alors c'est des beaux bébés, 9 mètres, 9 tonnes. Et il y en a 2 qui passent à moins de 100 mètres l'un de l'autre une fois par mois. Et donc là, la question, c'est pas est-ce qu'il y a un risque de collision, c'est quand aura lieu la collision. Alors vous avez la même planche exactement, un tout petit peu présentée différemment, montrant toujours en fonction des altitudes le nombre d'objets, donc là le pourcentage d'objets. Et donc le vert, c'est les satellites actifs, ici, je vous rappelle. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément grand-chose, tout le reste, c'est du débris. Ok ? Bien, que peut-on faire ? Que peut-on faire ? La première règle fondamentale, la première action fondamentale, c'est de légiférer. C'est d'avoir une réglementation partagée par tous, correcte, bien définie, bien justifiée et tout. Et alors c'est assez facile, hein, vous allez voir, c'est plutôt des règles de bon sens. Hein. La première règle fondamentale, majeure, c'est celle-là. C'est désorbitation systématique ou libération. C'est ce qu'on surnomme souvent la règle des parcs naturels américains. Tout ce qui rentre dedans doit sortir. Voilà, c'est facile. Tout ce que vous injectez, vous devez le sortir. Soit par le haut, autour du Soleil, soit rentrer sur Terre. Malheureusement, ça, on ne sait pas faire. C'est trop complexe techniquement, ça a trop d'impact économique, c'est trop... On peut pas... Il faudrait vraiment une volonté de tout le monde pour le faire en même temps et tout, de manière à éviter les concurrences et autres. Donc on garde ça en tête, c'est ça qu'il faudra arriver à faire, et entre-temps, on adopte 5 mesures à court terme. La première, c'est pas de génération de débris en connaissance de cause, pas de destruction volontaire en orbite. Donc ça, je signale, ce texte-là, il a été signé par Américains, Indiens, Chinois, Russes, hein, pas de problème. Là, je viens de citer les 4 qui ont fait des anti-satellites en orbite. Hein. Par exemple, je me suis amusé quand même à envoyer mes homologues russes, très cher camarade, dans le standard Ghost hernénien chapitre 6.2, il y a écrit que vous prohibez toute destruction volontaire. Je sais pas, ils m'ont pas répondu encore. Okay. Donc ça, pas de génération de débris en connaissance de cause. Secondo, on évite les explosions en orbite. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de l'étage d'Ariane. Mais donc il faut systématiquement passiver tous les étages, les satellites, c'est-à-dire en fin de mission, on retire toute énergie interne, que ce soit chimique, pressurisation, on court-circuite les batteries parce qu'elles ont souvent tendance à exploser, comme dans les smartphones, mais avec plus d'effets. Qu'est-ce qu'il y a ? On arrête les roues cinétiques et autres. Troisièmement, on définit 2 zones protégées, dans l'espace des zones patrimoine de l'humanité, si vous voulez. Hein. Donc évidemment, la coque en rouge des orbites basses et la zone verte ici de l'orbite géostationnaire, puis avec un peu de manœuvre. Ça. Et là, on dit qu'il est interdit d'y rester plus de 25 ans après la fin des opérations. Alors 25 ans, ça peut sembler long, et on est en train d'essayer de le remettre à jour, mais ça a pris 5 ans de négociations internationales pour tomber sur un consensus. Et il faut se souvenir, une fois de plus, 25 ans, si vous regardez un satellite à 800 km, par exemple, tous mes exemples de syndrome de Kessler et autres, 800, 900, 1000 km d'altitude, on y est pour des siècles ou des millénaires. Donc déjà, si on arrive à descendre à 25 ans, c'est super. Et pour la petite histoire, allez... le 25 ans a été choisi parce que c'est au-delà de la durée de vie d'un manager. Donc, un manager qui prend la décision de désorbiter avec une durée de vie de 1 an, par exemple, mais il est encore aux manettes au moment où le satellite se crache sur les populations. 25 ans, il craint rien, il est plus là. Et donc, bon, faut toujours savoir un peu d'où viennent les exigences. 4e point, il faut éviter les collisions quand c'est possible. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, il faut éviter une collision quand vous savez qu'il y a un impacteur et que vous le voyez et que vous savez où il est. Et secondo, vous pouvez éviter la collision si vous-même vous êtes manœuvrant. Donc vous avez de la propulsion à bord et que vous pouvez éviter la collision. Enfin, minimiser le risque de victime au sol. Donc comme je disais, on se donne des critères. On a le droit, entre guillemets, de faire une chance sur 10 000 de faire un mort. Alors non, c'est pas un mort, de faire un blessé.
d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Alors, c'est toujours mon côté license to kill, j'ai un droit à une chance sur 10 000. Mais donc ça veut dire, si un objet est un peu gros, typiquement, le seuil 1 sur 10 000, c'est quelque chose qui fait 500 kilos à peu près. Si je suis au-dessus de 500 kilos, je dois contrôler sa retombée, par exemple dans le sud du Pacifique, là où il n'y a personne. Ou je dois modifier sa composition. Si j'ai le choix entre un réservoir en titane et un réservoir en alu, je prendrai le réservoir en alu, parce qu'au moins je sais qu'ils font bien à la rentrée. Okay. Donc ça, ces 5 principes-là ont été déclinés depuis 95 NASA, 97 les Japonais, 99 CNES, on est passé à l'IADC, Interagency Debris Coordination Committee. C'est ce que j'appelle le club des pollueurs. C'est le club des 13 agences spatiales majeures capables de faire des débris. Et donc on se réunit quand même 2 fois par an, de manière à débattre de tous ces sujets-là, comparer nos codes, comparer nos observations, et surtout établir une réglementation, une proposition de réglementation. Alors cette proposition de réglementation, au niveau de l'IADC, l'énorme avantage a été fait de façon consensuelle, comme je disais, unanime. Il y a eu donc avec les Chinois, les Ukrainiens, les Russes, les Indiens et autres, 13 pays pour le moment. Par contre, IADC, c'est une collection d'ingénieurs. On n'est pas habilité à écrire des standards ou des règles ou des lois. Donc, premier truc, on a refilé ça, on en a discuté au niveau européen, de manière à un code de bonne conduite européen qui a été approuvé par les Italiens, les British, le CNES, les Allemands et l'ESA en 2004. Mais à nouveau, on n'est pas habilité à écrire des standards. Donc, on a filé ça à l'ONU. L'ONU qui a travaillé le texte sur la base des guidelines de 2002 et qui en a fait un principe qui est sorti en 2007, mais ce sont à nouveau des guidelines. C'est pas un texte légal, ça n'a pas de valeur légale. C'est toujours des recommandations. Puis après, donc, on a travaillé ça à partir c'est sorti en 2010, sur un standard ISO, International Standardization Organization, vous connaissez, par exemple, et donc on a un standard qui s'appelle 2413, dans lequel il y a toutes les recommandations adoptées. Ce ne sont que des recommandations. Un standard ne devient applicable que si vous imposez à quelqu'un de le rendre applicable. Vous ouvrez votre frigo, le yaourt qui est dedans, il est ISO, très bien, mais par contre, si vous achetez un yaourt à la ferme d'à côté, il ne sera pas ISO, il sera peut-être meilleur. Donc c'est vraiment une question de est-ce qu'on impose d'être ISO ou pas. Après, chaque pays a sa réglementation. Alors, ça varie. Il y a un vocabulaire très varié entre les recommandations, les codes de bonne conduite, les guidelines, les standards, si j'étais vous, je ferais ça, etc. Le seul pays un peu sérieux là-dedans, c'est la France. On est le seul pays à avoir une loi portant sur les opérations spatiales, approuvée 2008, applicable 2010, révisée 2017. On est en train de la réviser. Et là, c'est une vraie loi, c'est-à-dire il faut respecter scrupuleusement tous les articles. J'ai toute une tripotée de collègues dont le boulot, c'est vérifier la conformité à la loi. Si vous n'êtes pas conforme, vous avez une amende tout à fait significative et vous n'avez plus le droit de lancer. Voilà. Bon, donc une réglementation qui est très bien partagée au niveau mondial, qui est très bien unifiée au niveau des textes de ce qu'il faudrait faire, très mal suivie. On le verra un peu après. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut se blinder. On peut protéger les surfaces. Bon, je vais passer assez vite. Ce qu'on peut faire, c'est on peut insérer des structures comme celle-là, par exemple. Alors ça, c'est quoi ? Là, j'ai 1, 2, 3, 4 couches de Kevlar et avec la paroi que je cherchais à protéger. Mon débris vient de gauche à droite, paf, il perce la première paroi, il se fragmente en morceaux un peu plus petits, puis plus petits, etc. Et à la fin, je récupère juste un nuage de poussière sur la dernière paroi qui n'est pas attaquée. Donc ça marche bien. C'est malheureusement limité à 1 cm environ. Il faut se souvenir que si je passe de 1 cm à 2 cm, je multiplie l'énergie par 8. Donc, il y a un moment où il y a trop d'énergie, ça transperce tout. Donc, on protège certains satellites avec des blindages de ce type-là, mais de façon concrète, c'est quand même assez compliqué, parce que primo, c'est lourd, c'est complexe, c'est cher,
ça a un très fort impact sur la conception des satellites. Évidemment, je vais pas mettre des blindages de ce genre-là devant l'optique d'un télescope, ou devant un panneau solaire, ou devant un radiateur, ou devant l'antenne, ou etc., etc. Donc, finalement, il y a peu de zones qui soient réellement blindables. Ça, c'est très bien utilisé pour tout ce qui est module habité. Module habité, ici vous avez les modules de l'ISS, ça c'est le module Columbus, ici, et donc là, bon c'est pas très, on voit pas grand chose, mais ici, ces parois-là, en réalité, c'est ça, ok, et plusieurs couches comme ça, qui protègent bien. Donc l'ISS est bien protégé, l'ISS et les modules habités sont bien protégés jusqu'à 1 cm. Donc, attention, c'est efficace jusqu'à 1 cm, à partir de 10 cm, on sait où sont les objets, donc on peut essayer de les éviter. Entre 1 et 10, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est trop énergétique pour être protégé, par contre trop petit pour être vu. Donc, bon, astronaute est un métier dangereux. Voilà. Recycler, je vais passer assez vite parce que malheureusement, on a bien tourné la question dans tous les sens possibles parce qu'on pose énormément la question qu'est-ce qu'on peut faire comme recyclage ? Il n'y a pas grand-chose. On peut cannibaliser après la panne d'un satellite. Ouais. Un satellite qui est mort, mais le satellite d'à côté qui est mort aussi, mais lui, son antenne de télécommunication marche bien, donc je la pique et je la monte sur le premier. Mais ça, c'est très théorique, parce que les satellites sont pas au même endroit. Et autres. Donc, bon, je passe très vite. Là, recyclage, ce qu'on peut retenir, c'est que pour qu'il y ait un business de recyclage en orbite, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de débris. Malheureusement, on n'en a pas assez. Donc, bon, c'est un peu étonnant. Après, ce qu'on peut faire, c'est éviter les collisions. Donc, je le disais, éviter les collisions quand c'est évitable. Donc, ce qu'on fait, c'est on est capable, sur les objets catalogués, de savoir où ils seront demain. Et donc, savoir où notre satellite sera demain, donc de prévoir s'il y a un risque de collision. Alors, en réalité, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est assez compliqué. C'est une propagation de matrices de covariance. Voilà, ces ellipsoïdes-là. Et l'intersection entre les deux vous donne des probabilités de collision. Donc, on fait ces calculs-là. Si la probabilité dépasse un certain seuil et qu'on a vérifié et tout, hop, on manœuvre le satellite. C'est quelque chose qu'on fait très fréquemment. On a en moyenne une manœuvre par an, par satellite dans le monde. Pour la petite histoire, par exemple au CNES, on a eu en 2020, on a eu 3 millions d'alertes, enfin de conjonctions, comme ça. 3 millions, ça veut dire une toutes les 15 secondes, je crois. Donc mes petits camarades du Centre opérationnel d'orbitographie à Toulouse bossent bien, c'est une vraie équipe, 24/24, 7 sur 7, de manière à protéger tous nos satellites. Quels sont les moyens pour observer les orbites ? Donc ça, c'est tout ce qui s'appelle le SST, Space Surveillance and Tracking, surveillance de l'espace et catalogage, suivi. C'est une activité très 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 à la mode en ce moment. Il y a énormément d'activités. Alors on passe des acteurs institutionnels. Là, on a le très gros réseau Space Surveillance Network des Américains qui comporte 29 télescopes, radars, voire même certains satellites. Et aujourd'hui, c'est une activité qui devient de plus en plus privée. Par exemple, là, vous avez les radars de Leo Labs et voire même les télescopes de Share My Space. Share My Space, qui sont une bande une start-up relativement récente, très très sympa, très dynamique, très très péchue, française, et donc dans laquelle on croit énormément. Ils ont fait énormément de progrès au niveau de la traçabilité des satellites grâce à des réseaux de télescopes de ce genre-là. Autre chose, on peut essayer d'éviter une collision. Alors je suis dans la situation où je vois que je vais avoir une collision entre un gros et un gros, mais malheureusement les deux sont non manœuvrants, c'est des débris. Donc je peux pas éviter la collision en rallumant de la propulsion ou quoi que ce soit. C'est pas. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Donc je peux pointer la caméra de télé dans la bonne direction, j'aurai une belle image. Mais sinon, ce qu'on a vu également, c'est qu'on peut très légèrement dévier la trajectoire de l'un des deux. Et c'est assez amusant quand on s'appuie les équations qui vont bien. On voit que, par exemple, il suffit de dévier de 3,6 mm par seconde 24 heures avant la collision pour avoir une marge de 1 km. La marge. Donc ici, je peux introduire une marge vis-à-vis de la collision de 1 km en mettant 4 mm par seconde. Je rappelle que l'objet, il est en train de tourner à 8 km par seconde. Donc 3 mm par seconde, c'est vraiment un tout petit pouf, on souffle dessus.
Et ça, c'est un sujet qui a énormément la cote en ce moment, où justement on a des solutions où on souffle dessus. Par exemple, on a une espèce de propulseur qui va propulser un gaz devant le débris de manière à le freiner. Et ça, c'est très efficace. On peut également le faire par laser, par exemple. Bon, il y a plein de belles études là-dessus. C'est un sujet énormément d'actualité. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller retirer les gros débris. Ça, c'est important de comprendre que on a vu que pour stabiliser, donc on a vu qu'on a accroché du Kessler. Okay. On a vu que pour stabiliser Kessler, ce qu'il faut, c'est primo respecter scrupuleusement la réglementation, ça va sans dire. Secondo, il faut aller retirer environ 10 gros débris par an. Alors pas n'importe lesquels, les 10 pires, les plus méchants, les plus gros, les plus potentiellement réservoirs de nouveaux débris. Et donc ça c'est une courbe de la NASA qui montre par exemple si on ne fait rien, voilà, on a l'augmentation, donc ça c'est l'augmentation exponentielle suivant Kessler, comme on disait. Si on va en retirer 2 par an, on est sur la courbe bleue. Déjà, il y a une amélioration. Là, si on est 5 par an, on n'a pas tout à fait stabilisé, et puis la courbe est très vieille. Donc l'étude est très vieille. Donc aujourd'hui, on considère qu'il faut 10 par an pour avoir une stabilisation de la population. Et là, donc voilà, c'est un sujet qui a énormément la cote. Comme le Just-in-Time Collision Avoidance de 2 planches avant. C'est un sujet sur lequel on a des startups tous les jours, avec des très bonnes idées. Il n'y a pas d'idées fabuleusement génial, etc. Il n'y a pas la solution. Il y a plein de mesures. Alors ça ressemble souvent à de la pêche au gros. J'ai un chasseur qui vient à proximité de sa cible et qui va l'attraper avec un filet, un harpon, un grappin, des tentacules, voilà, bon, ok. Là, il y a énormément de travaux là-dessus. Retenez qu'il y a la première démonstration réelle d'aller retirer un débris qui est en cours de définition dans une start-up qui s'appelle ClearSpace, qui est une émanation de l'EPFL à Lausanne. Bon, ils y travaillent. Un débris qui est pas trop gros et la mission devrait avoir lieu en 2026. Bon, comme conclusion, le premier truc, c'est il faut retenir que les actions qu'on a aujourd'hui au niveau international sont fondamentales au titre de ce qu'on appelle le Space Traffic Management, la gestion du trafic spatial. Donc là, on y travaille énormément. Il y a des groupes de travail. Il y en a un qui a 140 membres venant de 29 pays différents qui bossent sur comment est-ce qu'on définit les priorités. J'ai priorité, je venais de gauche. J'ai priorité, j'étais là avant vous. J'ai priorité, je suis plus gros que vous. Vous voyez, des trucs comme ça. Comment est-ce qu'on établit des règles qui sont acceptées par tout le monde? Comment est-ce qu'on établit les règles de je vous donne les informations correspondant à mon satellite? Et ça, c'est pas évident du tout quand vous êtes un peu militaire et un peu chinois, par exemple. Donc après, il y a tout ce qui est activité de sustainability, donc justement de long terme, comment remédier donc les retraits actifs de débris et autres. Et à l'autre bout, il y a bien sûr tout ce qui est sécurité, tout ce qui est défense et autres. Donc tout ça, c'est une activité globale qui est fondamentale en ce moment et qui occupe énormément de monde au niveau mondial. Et ma dernière planche, promis. Et donc, comme conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quelques inquiétudes sérieuses. La première, c'est qu'on a un respect très médiocre de la réglementation internationale. Si on regarde, par exemple, globalement, le respect de notre réglementation en orbite basse, bon, c'est bien, il y a 64% des missions qui respectent. C'est pas mal. Quand on creuse un tout petit peu et qu'on regarde que les satellites qui sont au-dessus de 600 km d'altitude, alors pourquoi? Parce qu'en dessous de 600, on respecte naturellement les 25 ans. Donc si je regarde ceux qui doivent faire quelque chose, donc au-dessus de 600 km, déjà là, il n'y a plus que 17% des satellites qui le font. Et si je m'intéresse seulement aux gros satellites, donc plus de 100 kg, il n'y a que 6% des gros satellites dans ces zones-là. Donc on retient, en fait, tout le monde s'en fout, personne ne fait rien. Et si par hasard, à la fin d'une mission, si par hasard il y a encore un tout petit peu de carburant, ben là, alors là, ils descendent, c'est bien, et donc ils disent qu'ils sont conformes. Mais en réalité, il n'y a jamais encore l'action volontaire d'arrêter une mission en disant mon satellite il marche vachement bien encore, j'en profite très bien, etc. Mais je dois redescendre pour respecter la réglementation. Ça, on l'a jamais vu encore, c'est très clair. Secondo, il y a un très grand nombre de... Bon, et puis il y a donc plein de fragmentations encore. On a une fragmentation par mois en moyenne.
Très grand nombre de CubeSat, voire plus petits. Donc c'est des tout petits satellites. On avait 1500 à ce jour. Il n'y a pas de propulsion à bord. Il n'y a pas de capacité d'évitement de collision. Ils sont petits, donc ils sont difficiles à traquer. Ils ont une fiabilité très faible. Il y a plein d'exemples où ils étaient morts avant même d'être séparés du lanceur. Donc quand même. Oups, j'ai monté le panneau solaire à l'envers. Voilà, des trucs comme ça, ouais, voilà. Et trop souvent non conformes avec la règle des 25 ans. Et enfin, surtout, et ça je pense que vous le suivez bien, c'est tout ce qu'on appelle les méga-constellations de satellites, avec des milliers de nouveaux satellites. Voilà un lancement de Starlink avec 40 satellites à bord, ils ont forme un peu bizarre. Voilà un lancement de OneWeb avec 36 satellites à bord. Bon, et eux, ils prévoient, par exemple Starlink, aujourd'hui, ils en sont à 1850. La première génération, c'est 12 000. La deuxième, c'est 40 000. Il y a la concurrence qui vient derrière. Il y a des Chinois qui ont annoncé une constellation de 42 000 également. Il y a Jeff Bezos, mais lui, il est un peu petit. Il fait que 15 000. Bref, on s'attend à avoir 100 000 nouveaux satellites d'ici 2030. 100 000. Aujourd'hui, on en a 4 000. Il y a 15 ans, on en avait 1500. Voilà. Problématique, même s'ils respectent la réglementation. Il faut bien comprendre que, évidemment, on fait tout notre possible pour essayer de les freiner, mais une loi peut jamais avoir un effet rétroactif. Vous ne pouvez pas décider, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, monsieur Musk, vous n'avez plus le droit de lancer le machin sur lequel vous avez investi 3 milliards depuis 15 ans. Ça marche pas, quoi. Donc, la seule solution, c'est de discuter avec eux, de les convaincre. Voilà. Fiabilité. Donc, s'il y a une prise de conscience générale, rapide, mondiale, suivie d'action, tout ira bien. Voilà. Ok, donc, je rappelle donc qu'il y a un excellent bouquin, voilà. Mais surtout, étant donné que c'est frustrant d'avoir plein de questions et autres et de ne pas pouvoir le passer, primo, je me ferai un plaisir de vous envoyer la présentation, n'hésitez pas, ok. Et secondo, vous m'envoyez vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Okay. Merci.